Vous avez probablement déjà appris les années précédentes dans vos études qu'aujourd'hui on considère la matière formée d'atomes, de molécules, eux-mêmes formés de particules plus petites, protons, neutrons, électrons, eux-mêmes formés de particules plus petites, etc. Bien. Le domaine de la chimie s'intéresse à ce qui est au niveau de l'atome et au-dessus. Ça, c'est le domaine de la chimie. L'interaction entre les atomes, entre les molécules et toutes les applications liées à ça. Maintenant, comme l'a évoqué la petite vidéo qu'on a regardée ensemble à l'instant, on s'est rendu compte, depuis des siècles, mais au XXe siècle, c'est devenu plus évident, que de nombreuses propriétés de la matière peuvent s'expliquer par la structure de la matière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment sont connectés les atomes entre eux, et ensuite, comment ces atomes ou ces molécules s'organisent dans la matière, au niveau du solide, du liquide, du gaz. Et nous, dans un cours de cristallographie, on va s'intéresser à ce qui est solide. Alors peut-être vous avez appris, là aussi, que la plupart des solides qui sont autour de nous sont en fait des solides cristallins. Et c'est ça qu'on va définir ensemble. J'espère que dans quelques mois, si quelqu'un vous demande qu'est-ce que ça veut dire cristallin, vous saurez répondre en quelques phrases. Et il y a des solides, comme par exemple les vitres là, qui nous permettent de voir à l'extérieur et permettent la lumière d'entrer. Ce type de matériaux, on appelle ça des matériaux amorphes. Ça veut dire qu'il y a un ordre, certes, des molécules, des silicates, mais c'est un ordre seulement à courte distance. Et si on regarde à plus grande distance étant quelques dizaines de molécules, il n'y a a priori pas d'ordre. Maintenant, l'état cristallin, et c'est une première définition, c'est un état où effectivement on va constater ce qu'on appelle un ordre à longue distance. Ça veut dire si vous regardez 2, 3, 4, 10 molécules, vous voyez qu'elles ont un certain arrangement que vous pouvez noter. Si vous vous déplacez dans le matériau à 10 000 km de là, alors 10 000 km pour la dimension des molécules, ça veut dire à 10 000 ou 100 000 km plus loin, molécules plus loin, je traduis, eh bien vous verrez l'arrangement, il est exactement le même. D'accord? Et vous pouvez faire ça dans les 3 directions de l'espace. Là, là ou là. Vous vous déplacez dans les 3 directions de l'espace d'un matériau cristallin et vous constatez que l'ordre est quasiment le même. Alors je mets quasiment, l'ordre parfait ça n'existe pas, mais bon, comme une première idée, l'ordre n'est pas modifié. On parle à ce moment-là d'ordre à longue distance. Mais longue distance, vous savez, comme les atomes et les molécules, vous savez, c'est très petit. C'est pratiquement infini. Si on regarde au niveau d'une molécule et qu'on se déplace comme ça d'une molécule à l'autre, eh bien, si vous comptez comme ça, vous serez grand-père ou grand-mère quand vous aurez fini de compter pour sortir du cristal. Donc on considère que l'ordre, d'accord, est infini. Ça va? Ça c'est lié au fait que la matière et les atomes et les molécules sont très très petites. Alors je fais une petite parenthèse. Il me semble important, en particulier quand on est en master, que vous soyez au clair avec les ordres de grandeur. Vous savez qu'un atome, typiquement, du plus petit au plus gros, ça fait entre 0,8 et 3 angstroms, le rayon d'un atome. Okay? Mais ça, il faut quand même le savoir. Et un angstrom, c'est 10 moins 10 mètres. Donc ça veut dire que c'est quand même très 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 petit. Okay? Alors, d'habitude, je fais calculer ça. Vous pouvez faire le calcul si vous voulez. On le fera peut-être tout à l'heure. Et par exemple, un ordre de grandeur. Un tout petit cristal de, allez, entre 50 et 100 microns
de diamètre. Imaginons que ce soit un cristal, je sais pas moi, de cobalt. Donc un seul type d'atome. C'est une structure cubique a priori ou hexagonale, en tout cas une structure très compacte. À votre avis, dans ce petit cristal de 50 ou 100, qu'est-ce que j'ai dit, micromètres de diamètre, donc on le voit à peine à l'œil nu. Hein. À votre avis, il y a combien d'atomes de cobalt dans ce petit cristal? Allons-y. Quelqu'un dit 100 000? Combien? Combien tu dis? 500 000? 501 millions. Si vous faites le calcul, vous verrez qu'il y a à peu près 10 puissance 15 atomes de cobalt. 10 puissance 15, pour nous, c'est un chiffre pratiquement infini. Essayez de compter jusqu'à 10 puissance 15, c'est ça que je veux dire. Hein. Vous comprenez? 1 milliard, c'est déjà beaucoup. 1 milliard, c'est 10 puissance 9. Vous voyez, imaginez 1 milliard sur votre compte en banque, c'est déjà beaucoup. 1 milliard d'euros. Mais là, on n'est pas à 1 milliard, hein. On est à 10 puissance 15 pour un tout petit cristal qu'on voit à peine à l'œil nu. Essayez, si vous voulez bien, de retenir ce genre de chiffres parce que ça vous donne une idée du nombre d'atomes qu'il y a dans la matière. Maintenant, tout ce cours que je vais vous présenter, parce que je vous dis, d'une part, je l'ai appris comme ça par mes chers professeurs, et d'autre part, parce que moi, j'ai beaucoup appris la cristallographie d'un point de vue expérimental. C'est quand j'ai commencé à faire des expériences dans un laboratoire, lorsque j'ai fait mes propres synthèses et que j'ai fait moi-même mes structures, que j'ai vraiment compris ce que c'était la cristallographie. Et je pense qu'une manière relativement simple d'expliquer en un quart d'heure ce que c'est de partir d'une expérience. Donc, une expérience de physique, parce qu'il y a des physiciens ici. L'expérience est la suivante, elle a été montrée aussi dans la vidéo tout à l'heure. Vous prenez un cristal, connu ou inconnu, comme vous voulez, hein, voilà. Vous le placez sur un système, alors c'est un système, on dit goniométrique, qui va permettre de tourner le cristal dans toutes les directions possibles. Hein. On verra pourquoi. Je vous donne pour l'instant des petites infos comme ça. On verra pourquoi c'est important. Et vous envoyez sur ce cristal un faisceau de rayons X. Le plus simple dans un premier temps, c'est faire monochromatique. Ça veut dire avec une seule longueur d'onde. On sait, et on le verra dans ce cours, on sait produire des rayons X dans des petits tubes comme ça, et on sait même sélectionner une longueur d'onde. On sait faire. Okay. Alors selon les systèmes qu'on veut, on peut sélectionner plus ou moins bien une longueur d'onde très précise ou laisser deux longueurs d'onde très proches, mais c'est un détail. Considérons dans un premier temps que là, vous avez un faisceau de rayons X monochromatique. En français, ça s'écrit comme ça. Donc ici, il y a une longueur d'onde, lambda. Alors, on fait cette expérience et vous envoyez ce faisceau de rayons X sur le cristal ici. Et comme on est des physiciens curieux, on se demande qu'est-ce qui se passe. Eh bien, il se passe quelque chose qu'a observé Bragg, père et fils, c'est que, alors, il y a une grande partie du faisceau direct qui traverse le cristal, ça aussi c'est un constat qu'on fait, mais en plus, il y a d'autres faisceaux qui sortent de ce cristal. C'est le constat, c'est expérimental. Okay, et je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, en tout cas vous pouvez retrouver cette vidéo sur internet. Moi je ne la donne pas, hein, c'est pas moi qui l'ai faite, mais vous la retrouverez. Si maintenant on met ici un système qui est capable de collecter ces rayons X. Alors longtemps, c'était des films photographiques, à l'époque des Bragg, hein, c'était des films photographiques bien sûr. Hein. Comme, vous savez, quand on fait des radios, quand on a le bras cassé, on envoie des rayons X, et de l'autre côté, on met une pellicule. Comme la chair et les os n'absorbent pas les rayons X de la même manière, et bien derrière, vous avez une vue en fait de l'os. Et en particulier, s'il est cassé,
Où est-ce qu'il est cassé? Non, quelqu'un a déjà fait des choses comme ça? Sûrement. Hein. Bien. Alors, on constate qu'une grande partie du faisceau, quand le cristal est petit, traverse le cristal. Et puis, ici, vous avez des points. Voilà. Alors, ces points, c'est là, il faut me croire sur parole. Hein. Normalement, ça ne se fait pas, mais je ne peux pas vous le démontrer ici facilement. Ces points-là, en fait, si vous regardez, bien sûr, ils sont enregistrés de manière plane. Et aujourd'hui, on est capable d'enregistrer ces points avec des compteurs électroniques, et pas des compteurs unidimensionnels, mais des compteurs bidimensionnels. Ça s'appelle des CCD. En anglais, ça veut dire Charge Coupling Device. D'accord? C'est des systèmes qu'on a aussi sur les bonnes caméras, tout ça. Et si vous reconstruisez correctement ces points, ce qu'on constate expérimentalement, c'est que l'ensemble de ces points qu'on collecte ici, ça vous donne un réseau tridimensionnel de points. Ça, c'est le constat expérimental. Et si vous voulez bien comprendre la radiocristallographie, il faut essayer toujours de revenir à cette idée, à cette expérience de départ. J'observe expérimentalement, c'est ici j'ai vraiment un cristal, et que là j'ai vraiment un faisceau monochromatique, eh bien, j'enregistre expérimentalement un réseau de points tridimensionnels. Alors c'est un réseau de points avec les propriétés des réseaux tridimensionnels. Et donc dans ce cours, vous allez voir, on va d'abord s'intéresser à ce réseau de points. C'est logique. On fait une expérience de physique. Le cristal, vous pouvez le regarder sous un microscope ou avec les yeux, mais ça ne vous donne aucune idée de sa structure. Bon, quoique, moi j'ai appris, grâce à mes chers professeurs, que si on étudie le faciès des cristaux naturels, on peut commencer à avoir une idée de sa symétrie. Mais une fois quand on fait la diffraction, on ne s'occupe plus de cette étude du faciès des cristaux, on regarde juste cet ensemble de points, on constate que c'est un réseau de points avec les propriétés des réseaux. Donc vous voyez, dans ce cours, après la pause, on va commencer à faire des rappels. Qu'est-ce que c'est un réseau tridimensionnel? Et vous allez voir un réseau qui le définit, hein, on l'a appris au collège, hein, donc on va se souvenir de ça, ou au lycée. Ben, ça peut se définir ou se reconstruire mathématiquement avec 3 vecteurs non collinéaires, qu'on va appeler petit a, petit b, petit c, et 3 angles. D'accord? C'est ça. Et ensuite, vous allez voir, hein, eh bien, il y a une propriété importante des réseaux tridimensionnels qui nous dit qu'en fait, on peut représenter ces réseaux tridimensionnels de points par des plans. Et ces plans, on va les appeler les plans réticulaires. Je vous ferai la démonstration. Et ensuite, quand on étudie maintenant la symétrie possible des réseaux tridimensionnels, on le fera ensemble, avec des petites démonstrations très simples, vous verrez que les possibilités de symétrie dans un réseau tridimensionnel sont très limitées, puisque le nombre d'opérateurs possibles est extrêmement limité. Donc il y a un nombre en fait d'opérateurs limités, et ça va nous permettre de construire, vous allez voir, déjà de compter les opérateurs possibles. Quand on les combine dans les 3 directions de l'espace, ensemble, on va le faire, vous verrez, hein, on fabrique ce qu'on appelle 32 groupes de symétrie ponctuelle, et ces 32 groupes, moi je ne fais pas de matrice, hein, je ne fais pas de mathématiques, vous allez voir, je vais faire que des dessins avec des points et des axes comme ça. Et vous verrez que ces 32 groupes, si on regarde dans ces 32, il y en a 7 qui en fait correspondent complètement, qui ont toutes les propriétés des réseaux tridimensionnels. Ça s'appelle les 7 systèmes cristallins. Et vous allez voir, c'est une démarche mathématique et logique. Donc il y a 7 systèmes cristallins et pas un de plus, pour les vrais cristaux. Hein. Alors après, en fin de cours, je vous parlerai un tout petit peu des structures magnétiques, des quasi-cristaux. Okay? Alors là, c'est plus compliqué. Mais pour comprendre le plus compliqué, d'abord il faut comprendre bien ce qui est simple. C'est une méthode qui a fait ses preuves. On est d'accord? Bien. Une fois que ça, c'est bien établi, et c'est le travail hein, qu'on fait chaque fois qu'on essaie de déterminer une structure non connue, un cristal inconnu. Bon, chimiquement, d'habitude, on connaît la composition, mais on ne connaît pas la structure, donc l'arrangement des molécules. On fait ce travail
que moi j'appelle de cristallographie géométrique. C'est-à-dire qu'on étudie la géométrie de ce réseau de points qu'on a enregistré par une expérience qui est reproductible. Et ensuite, on verra dans un deuxième temps qu'il y a une autre information importante qu'il faut prendre de cette expérience de physique, c'est l'intensité de ces tâches de diffraction. On constate, encore une fois expérimentalement, que toutes les intensités ne sont pas les mêmes. Il y a des intensités qui sont faibles, il y a des intensités qui sont très fortes, il y a même des intensités qu'on devrait voir et qui ne sont pas là de manière systématique. On verra, on appelle ça des extinctions systématiques. Et en étudiant ces intensités, et bien sûr ensuite le formalisme mathématique qui va avec, formalisme lié à l'interaction rayonnement-matière, on va pouvoir, à partir de la connaissance exacte de ce qu'on appelle le groupe spatial, donc l'aspect géométrique de notre réseau, là, plus une analyse des intensités, c'est ces deux choses combinées qui vont nous permettre de résoudre la structure de notre cristal inconnu. Oui. Et c'est quelque chose d'assez incroyable. Sachez, par exemple, et on fera la pause après ça, que mon directeur de thèse, il avait fait une structure lors de son Master 2, ça s'appelait DEA à l'époque. Eh bien, à l'époque, il fallait quelques semaines à quelques mois pour synthétiser un cristal nouveau, un composé ou un matériau nouveau, et obtenir des cristaux correspondants. Ensuite, il fallait quelques semaines pour réaliser cette expérience de diffraction. Et ensuite, il fallait quelques mois pour traiter mathématiquement cette expérience de diffraction. Donc, en un an, en un Master 2, on pouvait sortir une structure et c'était un grand résultat. Aujourd'hui, grâce aux appareils, comme il y en a ici, pas loin, là, à 50 mètres, on peut résoudre 3 ou 4 cristals dans la journée. Vous voyez la dimension du temps, ce n'est pas tout à fait pareil. Parce qu'aujourd'hui, l'enregistrement va durer 2-3 heures, et ensuite le traitement mathématique, il est semi-automatisé, voire carrément automatisé. Et vous savez, les ordinateurs, aussi en 40 ans, il y a eu des échelles de vitesse qui ont été franchies. En quelques minutes, vous avez la structure sur votre écran, votre structure tridimensionnelle. La structure tridimensionnelle, pour le physicien, pour le chimiste qui a fabriqué, qui a synthétisé une nouvelle molécule, est quelque chose de tout à fait important. Une structure tridimensionnelle, ça vous donne les distances entre deux atomes au centième d'angstrom près. L'angstrom, c'est déjà petit, d'accord ? Le centième d'angstrom, ça veut dire c'est 10-12 l'écart type sur les distances. On est capable de mesurer des angles entre deux liaisons, d'accord ? Des distances entre molécules, détecter les liaisons hydrogènes. Et il n'y a pas d'autres techniques aujourd'hui. Aucun microscope, même le plus grand, Titan, qui s'installe actuellement à l'Institut Pasteur, ne peut accéder à cette information-là. Mais là, ce n'est pas une microscopie, ce n'est pas une spectroscopie, comme monsieur qui n'aime pas la spectroscopie, j'ai bien noté. Ce n'est pas une technique spectroscopique. La diffraction, c'est une technique de diffraction. Parce que dans les techniques spectroscopiques, juste un point de vocabulaire, on va faire varier l'énergie. Or ici, dans les techniques de diffraction, les faisceaux diffractés, là, ils ont la même longueur d'onde que le faisceau incident. Ça veut dire qu'il n'y a pas de variation d'énergie. Donc on ne parle pas de technique spectroscopique, on parle de technique de diffraction. Ok ? C'est deux choses différentes. Comme ça, vous avez peut-être étudié ça dans vos cours de physique. Voilà, donc c'est toutes ces étapes qu'on verra ensemble. On va tout à l'heure commencer à étudier quelques propriétés simples des réseaux tridimensionnels, mais ce sera surtout des rappels, quelques conséquences. Ensuite, eh bien, on va voir quel lien il y a entre ce réseau-là, qu'on va appeler le réseau réciproque, et le réseau hypothétique, qu'on associe à l'ordre des atomes et des molécules. Ça, c'est important. Comment on passe de l'un à l'autre. Et ensuite, on reviendra là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité de combinaison des opérateurs de symétrie jusqu'à construire ce qu'on appelle les groupes spatiaux. Et ensemble, on va construire des groupes spatiaux. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'aime bien enseigner.
il faut que vous sachiez qu'est-ce que c'est un groupe spatial en cristallographie. Okay, c'est une combinaison d'opérateurs, mais nous, on les construit à la main. Enfin, à la main, on dessine, quoi. Okay, et on met des objets, on va les faire tourner, on va faire des opérateurs de symétrie, des miroirs, etc. Et une fois qu'on aura bien acquis ça, je vous parlerai vraiment un peu de la physique de la diffraction. Hein, c'est quoi l'origine, la diffusion de Thomson, etc. Et d'où vient ce formalisme qu'on appelle le facteur de structure, qui est une grosse équation comme ça, mais qu'aujourd'hui les ordinateurs traitent par millions comme ça, très rapidement. Et c'est pour ça que les quelques mois d'analyse dans les centres de calcul il y a 40 ans sont devenus aujourd'hui quelques minutes sur une tablette comme ça.